Artothèque, le magazine de la création en Pays de la Loire, est à Fontevraud. Et dans cette abbaye royale plus que millénaire, nous avons rendez-vous avec le futur et un homme orchestre de la réalité virtuelle. Il s'appelle Simon Richir, il est le créateur de l'Institut des Arts et Métiers de Laval, où il enseigne. Il est aussi le cofondateur du festival Laval Virtual et du Virtual Center à Laval. J'ai envie de découvrir cette abbaye. Dans quel endroit vous m'amenez tout de suite et pourquoi? Je vous amène voir les gisants. Après, je pense qu'on monte au niveau des anciennes cellules. La cuisine aussi, important, les cuisines romanes. Bien sûr, le tour du cloître. Et puis une vue de l'extérieur quand même. Quand on tourne autour, quand on voit ce bâtiment majestueux, qui a l'impression d'être un vaisseau spatial qui s'est posé là, au milieu d'un petit village, quoi. L'importance du cloître aussi, cet endroit où l'on se rencontre, où l'air, comme l'esprit, circule. Tout à fait, c'est un endroit de méditation. On a l'impression d'entendre encore les moines chanter les chants grégoriens en tournant autour du cloître. En fait, c'est une sorte de méditation marchée. On parle beaucoup en ce moment de pleine conscience, de méditation en pleine conscience. Alors justement, la spiritualité, le mysticisme, c'est des choses qui vous guident dans votre vie et dans votre travail aujourd'hui? On est quand même dans une période de grand bouleversement où tout le monde se cherche. Jusqu'où va-t-on aller avec toutes ces technologies d'intelligence artificielle, de technologies immersives? Et puis d'un côté, on va rechercher de la spiritualité, on va rechercher du naturel, on va rechercher à économiser la planète. Et voilà, ces deux choses vivent en même temps. Alors on est dans un lieu qui se suffit à lui-même. Qu'est-ce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée peuvent apporter à un endroit comme celui-ci? Par exemple, je peux bouger un objet, changer quelque chose dans l'environnement virtuel, et je peux aussi créer dans l'environnement virtuel. Imaginons que je suis un architecte, eh bien tac, je vais créer un bâtiment, je vais changer les couleurs, tac, par exemple. Qu'est-ce que vous fabriquez avec vos doigts? Là, c'est de la réalité augmentée. C'est quoi la réalité augmentée? Alors, la réalité augmentée, c'est un casque avec lequel je vois tout ce qui m'environne. Je vois très bien ce superbe bâtiment de Fontevraud. Et puis, je vais pouvoir ajouter des éléments 3D, des objets, des textes. Donc, on pourrait imaginer de voir les tableaux ici, les fresques, sortir du cadre. On pourrait voir les personnages s'animer grâce à ce casque. Ça sert à quoi? Ça sert à augmenter le réel. Je suis au milieu de la salle du chapitre et je vois arriver des moines, d'un seul coup, une procession de moines qui sont en train de chanter, ou alors qu'un est en train de lire, l'autre est en train de faire la cuisine, l'autre de prier. D'un seul coup, de prier. Et je revis complètement. Là, je suis vraiment à la fois dans le vrai décor, je ressens le côté Fontevraud comme ça, et je vois des êtres virtuels qui vivent comme ils étaient à l'époque. Vous savez que le créateur de l'abbaye, donc une des plus grandes d'Europe, Robert d'Arbrissel, il pratiquait le cinéisactisme. Vous savez ce que c'est? Non. En fait, c'est de l'ascétisme poussé à son apogée. C'est-à-dire résister à la tentation, se coucher nu au milieu des nonnes et résister à la tentation charnelle. Il n'y a pas que Robert d'Arbrissel qui a laissé sa patte dans ce lieu-là. Il y a aussi Aliénor d'Aquitaine ou Richard Cœur de Lion, les gisants, qui sont une attraction historique et touristique importante. Qu'est-ce que ces personnages vous inspirent, à vous? Là, je pense que quelque part, moi, ça m'inspire des super-héros. Quand j'imagine ça, je vois Darth Vader arriver directement dans l'abbaye de Fontevraud. Et on disait, comment ramener un public jeune, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à transformer... alors là, je vais peut-être choquer les gens. L'abbaye a une sorte de parc d'attractions avec un côté escape game, etc. Wow, comme il y va. Mais attention, là, si on utilise la réalité virtuelle, la réalité augmentée, on ne touche à rien dans le sens. Si je veux être plutôt en mode super-héros escape game, je mets un casque de réalité augmentée. Vous voulez que je vous dise, vous êtes un dangereux révolutionnaire. Peut-être. Fontevraud, c'est presque 1000 ans d'histoire, 750 ans de période monastique, 150 de période carcérale, presque 50 ans de vie culturelle, et tout ça dans un périmètre de 14 hectares. Les communautés monastiques et carcérales ont laissé place à une communauté d'artistes
qui se retrouvent confrontés à l'histoire, au volume, à l'architecture, pour révéler l'indicible. C'est tout cela qui anime secrètement ce vaisseau amiral de Pierre de Tuffeau, devenu un véritable terrain de jeu pour les artistes. Qu'est-ce qui pousse un gamin, Damien, fils de prof, à intégrer l'École nationale des arts et métiers? Alors, pendant que j'étais en lycée technique, en première, il y a des gazards, des étudiants des arts et métiers qui sont venus présenter leur école. Un superbe film sur la mécanique, là, avec des copeaux, comme je bricolais beaucoup de mobylettes, etc., passionné. Et puis, d'un seul coup, il y en a un qui dit Henri Verneuil a fait les arts et métiers. Henri Verneuil, le cinéaste. Voilà, le cinéaste bien connu. Qui a fait tourner Gabin, Delon, Belmondo, Ventura, etc. Et pour moi, jeune lycéen, je dis waouh, une école d'ingénieur dans laquelle on peut faire du cinéma après, je veux faire ça. Donc j'ai fait les arts et métiers. Un ingénieur cinéaste, presque. Voilà, ça peut être ça. Il y en a eu d'autres, hein, comme Angénieux, qui était aux arts et métiers aussi, qui a inventé toutes les optiques. Ah oui. On passe très vite à la cinématographie, puisque vous faites un film de fin d'études. Oui, Futur Mécanique. Première œuvre. Voilà, on peut le dire comme ça, Futur Mécanique. Donc en binôme, on réalise le film de promotion de l'année 87 pour les arts et métiers. Et là, on met en valeur la mécanique, une science éternelle. Un futur mécanique qui se concrétise immédiatement avec votre diplôme en poche. Vous partez travailler chez Mécano, le fabricant de jouets. Qu'est-ce que vous allez faire chez lui? Alors chez Mécano, je retrouve le seul ingénieur de l'usine de Calais et je suis en recherche et développement innovation. Donc je crée Mécano piloté par ordinateur, Mécano radiocommande, je crée des nouveaux modèles et puis je fais aussi toute la communication, je fais des photos pour les boîtes, je fais des films vidéo pour les salons. Alors Lille, Calais, Paris et puis Angers, Laval. En 1999, vous créez Laval Virtual. C'est un salon. Quelle est sa particularité? Alors c'est un salon international des technologies immersives. Reconnu maintenant, puisqu'on a eu 17 700 visiteurs l'année dernière et on espère pour les 20 ans avoir 20 000 visiteurs. C'est un salon dans lequel on trouve tous les fournisseurs, tous les usages de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, domaine artistique, industrie, médecine, etc. Voilà. Grâce à qui vous pouvez créer Laval Virtual? Comment c'est né?
Après ma thèse sur les jouets aux Arts et Métiers de Paris, je suis recruté par Bernard Taravel, professeur à l'Université d'Angers. Co-fondateur du Futuroscope de Poitiers. Voilà, avec René Monory, et qui rencontre un jour François Daubert, député maire de Laval et puis ministre de la Recherche. Et avec Bernard Taravel, on lui propose un nouveau concept, on lui propose de revendiquer la réalité virtuelle. Parce que voilà, il y a des villes qui commencent à regarder ça de près, mais personne n'a encore planté le drapeau. Donc on lui dit, écoutez, on va créer un parc comme à Poitiers. Un parc d'attractions, mais aussi, surtout, un événement. Et puis j'invente le nom, Laval Virtual, donc ça, j'en suis très fier. Et puis voilà, et puis ça marche dès la première année, voilà, double page dans Libération, où sera la Technopolis, le Bordeaux, Lyon ou Laval. Donc voilà. Et puis ensuite naît le Virtual Center à Laval. Voilà, le Laval Virtual Center, donc il a fallu attendre presque 19 ans. Et puis on a le Laval Virtual Center dans lequel j'ai mes étudiants, j'ai mon équipe de recherche. Et on a aussi Clarté, qui est maintenant une plateforme technologique reconnue internationalement pour la qualité des réalisations qu'elle fait. Et puis toute l'équipe Laval Virtual qui développe à fond la marque Laval Virtual. Alors on a parlé d'Henri Verneuil, on a parlé du cinéma. On sait que les grands studios investissent, en Californie notamment, sur la réalité augmentée. C'est le cinéma de demain sur lequel vous bossez aujourd'hui ? Effectivement, c'est un rêve que j'ai toujours de créer le premier film en réalité virtuelle. C'est-à-dire un film où le scénario n'est pas écrit à l'avance, c'est interactif, et puis vous choisissez votre personnage. C'est-à-dire je rentre dans le film, je fais Star Wars, tiens, j'ai envie de faire Darth Vader, j'ai envie de faire le héros, Et puis en fait, tous les autres personnages s'adaptent. Ouais. Soit il y a des comédiens derrière, soit il y a des intelligences artificielles, et voilà, pour créer une nouvelle expérience du cinéma du XXIe siècle. Bon, en attendant, vous entendez ? Oui. C'est un artiste en cours. Artotech entre à présent dans l'intimité du travail de Pierrick Saurin, un artiste vidéaste emblématique de la ville de Nantes. Ses installations vidéo sont connues et exposées dans le monde entier. Il nous livre dans ce court documentaire ses techniques de travail pour réussir des trucages à la Méliès, son art de la métamorphose qui met en scène des personnages maladroits et sensibles. Alors, moteur demandé. Alors, attention, prêt pour la musique. Musique. Si la jonction marche avec un seul tour, ça marchera. Ouais. Mais si on voit que c'est compliqué, on a 2 tours en plus, ce qui fait qu'on peut accélérer et faire un fondu. Il faudrait commencer peut-être un tour de manivelle sans parler, si c'est bon. Là, ça rentre, voilà, et ça repart. Top position. On dit que je suis un Américain à Paris, alors je me suis dit chiche. On va créer le grand classique tiré du film. Un événement à Paris pour les fêtes. Ouais, est-ce que tu veux le faire en vrai? Un événement à Paris pour les fêtes. C'est une tornade de surprise, de bonheur, de joie, comme un courant d'air et donc comme un courant d'art, quand le Châtelet ouvre les portes de sa nouvelle saison. Au théâtre du Châtelet, on y chante, on y danse, et même sous la pluie, on enfile ses bottes pour Singing in the Rain avec Robert Carsen et sa Dream Team de My Fair Lady. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Comme ça, et ça, ouais, et ça. J'ai pris des repères précis et pour que ce soit cohérent par rapport à nos heures, fou. En fait, on verra même pas mes mains normalement. Tu rentres un peu de tableau. C'est le truc qui m'a un tout petit peu gêné,
c'est peut-être ce moment de turbulence qui est peut-être un petit peu fort. Alors, je sais pas si... Ah oui, mais ça là... C'est naturel. Ça là, c'est le vrai, ouais. Ah. Tout ça, c'est déjà là à la base. Je serais tenté d'envoyer la mise au flou de plus en plus fort. On n'est pas loin du truc là quand même. Alors avec vous, Simon, j'ai le chercheur, j'ai l'enseignant, j'ai le directeur scientifique d'un salon, j'ai le patron d'un institut dédié au virtuel. Quelle est la casquette qui vous plaît le plus d'ailleurs? Bon, je sais pas, une L'enseignant. casquette, plutôt des qualificatifs. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas, sympa, bienveillant, drôle, voilà. Et s'il fallait qu'il y ait un objet ou un symbole qui porte votre nom, ce serait quoi? Je sais pas, un nez de clown, avec marqué Laval Virtual dessus, peut-être. Votre bébé. Voilà. Votre bébé qui a permis au grand public de découvrir des startups ou des applications qui améliorent la vie de tout le monde. Est-ce qu'il y en a une qui, finalement, est un peu emblématique de tout le travail qui a été fait autour de la réalité virtuelle ici à Laval? Il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a tous ces projets présentés par les Japonais, nos amis japonais qui sont fidèles à Laval Virtual là, depuis 20 ans. Par exemple, tous les projets qu'on a vus arriver avec de l'interaction, on souffle sur un écran, on bouge une manette comme ça, puis après ça donne la Nintendo Wii, ça donne la Nintendo DS où on souffle sur une application. Ils sont forts ces Japonais, hein? Très forts. Les loisirs, quelle place ils occupent dans votre vie? Ah bah, c'est très important, les loisirs. J'y crois pas, ah bon en fait. Mais non, je vous imagine pas vous poser, ouvrir un bouquin, écouter un disque. Non. Ah oui, non, effectivement, les loisirs, moi, c'est plutôt, je sais pas, jouer à des jeux de société quand il y a du monde à la maison. Virtuel. Avec les... Ah non, des vrais jeux de société. Mais bien sûr, des jeux vidéo quand même. Alors plutôt dynamique, plutôt avec de l'activité, c'est-à-dire face à une Kinect avec Just Dance, et puis on se fait une battle de dance Ah oui, ça c'est bien, ensemble. ça c'est cool, ça j'aime bien ça. Voilà, donc ça c'est très intéressant. La lecture? La lecture, Dan Brown, Origine, le dernier, bien sûr. Serge Chalandon aussi, j'avais lu Le 4e mur, un acteur qui essaye de monter une pièce au Liban entre différentes factions. Ah, ça, c'est intéressant parce que le théâtre, c'est quelque chose qui est très important dans votre vie et depuis longtemps. C'est-à-dire que vous aimez faire l'acteur. Oui, j'étais clown à 11 ans. Après, j'ai fait du théâtre au conservatoire du 6e arrondissement de Paris avec Jean-Pierre Martineau, qui a formé Juliette Binoche, Valérie Lemercier. C'est mon maître de théâtre. Toujours en contact avec lui. Et puis aujourd'hui, c'est l'improvisation avec la troupe de la Tila à Laval. Et vous en avez besoin? Oui. Pourquoi? Je sais pas, ce contact, là, je sais pas, ça me donne plein d'énergie. Même après une journée éreintante ou une semaine éreintante, je monte sur scène et... Donc ça vous permet quand même d'échapper un petit peu au monde virtuel, d'être dans la réalité que finalement vous fuyez la plupart du temps, puisque être dans cette dimension numérique, c'est perdre contact un peu avec la réalité, s'inventer un autre monde. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans notre monde à nous ? Pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, il faut augmenter le monde actuel. Je parlais d'improvisation. Je suis en train d'essayer de créer la catégorie Laval Virtual où, en fait, en improvisation, on pourra choisir son avatar et puis se lancer dans un match d'improvisation entre deux continents, par exemple, avec des personnages qu'on aura choisis, quoi. Est-ce que cet environnement numérique qui nous mange notre temps, qui nous mange notre espace, qui annihile un peu aussi nos réactions psychologiques, est-ce que ce monde-là, il faut savoir s'en déconnecter ? De temps en temps, il faut savoir éteindre les écrans, hein, ça c'est sûr, éteindre la télévision, éteindre les différents écrans pour se ressourcer en soi-même. Et pour garder finalement en soi des secrets ? Oui. C'est vrai, on ne peut pas tout dire, il faut garder des secrets. D'ailleurs, j'ai un truc à vous montrer. Venez ah voir. Bon ? On est à 30 mètres, 20 à 30 mètres sous-sol. On est dans de la craie, dans du tuffeau. On est au-dessus de la Loire. Mais j'ai pas le droit de vous en dire beaucoup plus.
ces caves ont une très riche histoire depuis le XIe siècle. Elles ont servi effectivement à extraire du tuffeau qui ont construit nos cathédrales, nos basiliques, nos châteaux forts, nos maisons de toute la région de Saumur et de l'Anjou. Ces caves s'abîment et donc il faut les surveiller. Et donc la région a fait un appel à projet en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces caves. Et donc naturellement, on s'est dit qu'on pourrait peut-être y mettre des data centers. Donc depuis 3-4 ans, on est sur une expérience de prototype qui s'est avérée fructueuse. Et aujourd'hui, on arrive à un résultat qui est très positif et que l'on souhaite industrialiser désormais. L'informatique demain avec les objets connectés, demain aussi peut-être avec le cloud distribué, ce qu'on appelle. L'informatique devra être un peu partout parce qu'elle devra répondre très rapidement à nos besoins qui seront la chemise connectée, qui seront la voiture connectée. Et donc on nous a demandé de concevoir des infrastructures qui puissent se mettre un peu partout en France et à l'étranger et même sur des territoires un petit peu hostiles et permettre le même niveau de fiabilité et de sécurité qu'un gros data center immobilier. Tout ordinateur qui fonctionne avec de l'électricité, donc émet de la chaleur. Donc cette boîte, effectivement, elle a de la chaleur en elle, mais la chaleur ne ressort pas. Le principe, c'est de refroidir les ordinateurs qui sont à l'intérieur. Et là, on a mis en place un système à base de géothermie qui fait qu'on va profiter de la présence de ces caves pour refroidir ces ordinateurs sans avoir à produire de froid. Donc on est extrêmement éco-efficace. Et donc on a ici de l'informatique qui ne consomme pratiquement pas en dehors de son électricité pour elle-même. Et en plus, on est à 15-30 mètres sous-sol, donc on est hyper protégé et on ne prend pas de place foncière, donc on est effectivement dans un endroit assez idéal. Pour vous donner quelques ordres d'idées, on met à peu près 4 baies ou racks d'ordinateurs. Aujourd'hui, ça peut correspondre à une vingtaine de pétaoctets en stockage de données, ce qui est gigantesque. Mais aujourd'hui, on est dans une société où on consomme de plus en plus de données à une façon vertigineuse. Cette donnée, on la jette un petit peu partout à l'extérieur de notre pays, qui chez les Américains, qui chez les Chinois dans le cloud. Et comme c'est gratuit, on ne sait pas où ça va. Demain, si on la rappelle, on n'est pas certain de la retrouver. Et on ne sait pas si cette donnée, elle va être lue par quelqu'un d'autre ou pas. Ces ordinateurs et ces boîtes-là ont pour vocation demain d'être un peu le coffre-fort numérique de la France, c'est-à-dire de stocker nos informations de santé, peut-être bancaires, peut-être historiques, peut-être imagerie, peut-être film, et de les stocker en France dans un lieu secret avec une éco-efficacité exceptionnelle. Dans les Pays de la Loire, je pense qu'on a une capacité large pour stocker tout ce qu'on produit en data en France. Il y a une porte, on peut l'ouvrir ? Oui, on peut l'ouvrir, on s'arrêtera à un endroit, mais on peut l'ouvrir. Suivez-moi. On s'assoit un moment, Simon ? OK. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de l'enseignant, de sa façon de travailler et aussi de ce qu'il apprend à ses mastériens et à ses doctorants, aussi bien à Laval, rappelons-le, qu'à Angers. Il faut dénicher leurs talents et puis appuyer sur ces talents, développer ces talents. Comment vous travaillez avec eux ? Je suis persuadé qu'en fait, on n'apprend pas bien assis dans un amphi, quoi. Puis bon, il y a pas mal de recherches là-dessus, hein, beaucoup sur les neurosciences, l'école Montessori, etc. Ils montrent qu'en fait, on a besoin d'être en action, en activité pour mieux apprendre, quoi. C'est du travail concept que vous leur proposez à vos étudiants ? Oui, enfin, on peut appeler ça de la pédagogie par projet aussi. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment que pendant leurs études, ils fassent un maximum de projets avec des entreprises, avec des laboratoires, ou eux-mêmes sur des projets où ils créent l'équipe, ils créent l'idée. Par exemple, avec 50 étudiants, on fait un World Café. Donc, c'est une méthode de créativité très, très active. Ils sont super fatigués à la fin de la journée. Et à la fin de ce cursus, ils deviennent quoi, vos étudiants ? Ils vont où ? On les retrouve où ? On les trouve vraiment dans tous les secteurs d'activité, finalement assez peu dans le jeu vidéo, beaucoup dans l'industrie, et il y en a pas mal qui créent leur entreprise aussi. Ici ? Oui, ici, en Pays de la Loire. Benjamin, je vous donne carte blanche pour présenter votre création. J'ai fait les arts et métiers à Angers en 2007, à la suite duquel j'ai fait un master de recherche en ingénierie du virtuel et innovation.
Alors dans ce cursus, j'ai pu rencontrer Simon Richir. Grâce à lui, j'ai commencé des projets de création d'entreprise, que ce soit dans l'image de synthèse, le développement d'applications, etc. Jusqu'à arriver du coup au développement d'une société qui s'appelle Cotos Médical, avec ce beau produit Cycléo de notre deuxième série, en rouge, et qui est en fait un vélo d'appartement connecté pour les personnes âgées en maison de retraite. Globalement, il permet aux résidents des maisons de retraite de pédaler avec un vidéoprojecteur qui va projeter du coup une image sur le mur et qui va leur permettre de se balader dans un environnement de type village longtemps, campagne, littoral, et donc leur permettre de s'évader sans quitter l'établissement de façon tout à fait ludique. Donc voilà, donc c'est vraiment un projet hyper complet qui m'a permis d'exercer énormément ma créativité et l'innovation dont j'avais besoin au quotidien. C'est votre thèse? Oui, voilà, c'est un des projets, une des expérimentations de ma thèse quand on a reconçu en équipe le mécano junior, voilà, en travaillant avec des enfants pour que toutes les pièces soient vraiment bien faites pour les enfants et que ce soit à la fois assez complexe pour leur apprendre la mécanique et assez simple pour qu'ils arrivent au bout de la réalisation de ce modèle. La réalité augmentée, quels sont les bénéfices pour l'enseignement? Je pense que c'est un rôle majeur puisque, je disais, il faut être en action pour apprendre. Parce que maintenant, le rôle du prof qui sait et puis les étudiants qui écoutent, c'est plus vrai puisque maintenant, on sait tous parce que tout est sur Internet, etc. Donc l'idée avec la réalité virtuelle, c'est peut-être pouvoir se projeter. Je fais un cours d'histoire, je parle de la pyramide de Khéops, et j'emmène toute ma classe. Allez, venez, on va faire un tour dans la pyramide de Khéops. Tout le monde met des casques de réalité virtuelle et puis on peut faire un challenge. Le premier qui va trouver le cercueil du pharaon, par exemple, des choses comme ça. Donc on met les gens en action, on les met en collaboration et on les immerge, on les transporte dans le temps, dans l'espace. Regardez, pour apprendre l'infiniment petit, je ne sais pas, sur un tableau avec une craie pour comprendre les interactions entre les atomes, il vaut peut-être mieux aller dans l'infiniment petit, se retrouver être un atome, être répulsé par un autre, etc. On va une nanoparticule, voilà, par exemple. Et travailler dessus directement. Okay, super coupé, merci Simon. Je vais te montrer un truc que je trouve super, parce que le numérique, il y a vachement de chanteurs qui l'utilisent. Comme un souffle dans le cou, un murmure au creux de l'oreille, une caresse, Daskino révèle des envies d'amour à la Godard et nous dévoile la rencontre entre Léa, musicienne, issue du Conservatoire de Nantes, et David, autodidacte, passionné par les musiques électroniques. Abbaye de Fontevraud, nuit du 15 au 16 mai 1342. Aliénor de Bretagne, par la grâce de Dieu, abbesse de l'abbaye, à celles et ceux qui voudront me lire. Aliénor d'Aquitaine, 2 fois reine, je suis du même sang que toi. Quelle fierté avait été la mienne quand j'étais devenue à 29 ans abbesse de Fontevraud. On est au cœur de l'abbatiale, enfin au cœur de l'abbaye, au cœur donc de l'église. Et derrière nous, on peut apercevoir les gisants d'Aliénor, de son second époux, Henri de Plantagenet, de son fils préféré, Richard Cœur de Lion, et donc de l'épouse aussi de son dernier enfant, Isabelle d'Angoulême. On s'arrête d'abord sur Aliénor. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce n'est pas une statue sage. On voit ses formes, ses courbes, c'est une vraie statue de femme. Le talent du sculpteur a fait qu'on a vraiment l'impression, contrairement aux autres, qu'elle est vivante. Il y a une grande théorie là-dessus. Vous savez, elle tient son livre, évidemment, et elle est couchée, mais sa tête est quand même sur un coussin. Et alors, est-ce que ses yeux sont fermés
ou est-ce qu'ils étaient juste entr'ouverts, de sorte qu'aujourd'hui on ne sait plus, puisque la peinture est partie. On a l'impression que quelque chose de la puissance, de l'aura de cette femme, de sa beauté aussi, en fait transparaît. C'était la voix de mes 15 ans. Une voix forte, déterminée, sans faille, une voix qui me surprenait moi-même aujourd'hui. J'ai été amenée, grâce à une commande de l'abbaye de Fontevraud, à travailler sur 3 figures qui portent le prénom d'Aliénor et qui se trouvent être aussi des figures de la même famille. J'ai écrit un ouvrage sur Aliénor d'Aquitaine, les mots d'Aliénor, et Madame Baudin m'avait demandé de travailler sur une Aliénor à laquelle elle était également très attachée, Aliénor de Bretagne, qui se trouve être la 16e abbesse de l'abbaye. Et en cherchant, en faisant des liens, j'ai pu intégrer à ma création et à ma réflexion une 3e Aliénor. Elle s'appelle elle aussi Aliénor de Bretagne, mais elle n'est pas abbesse. Elle est une petite fille d'Aliénor d'Aquitaine et il se trouve que cette petite fille d'Aliénor d'Aquitaine n'a malheureusement pas eu le destin qu'elle pouvait espérer, puisqu'elle a été enfermée toute sa vie par Jean Santerre, son oncle, puis par Henri III d'Angleterre, le fils de Jean Santerre. Pourquoi a-t-elle été enfermée toute sa vie? Parce qu'elle pouvait prétendre à la couronne d'Angleterre. C'est alors que, m'échappant de mon souvenir, je me surpris à leur parler, à lui parler à elle, à m'adresser à son gisant comme si cela allait la réveiller. Chacune de ces Aliénors interroge pour moi le pouvoir féminin d'une manière différente. Ce sont des femmes qui ont essayé vraiment d'être dans leur monde et de faire quelque chose pour ce monde-là, alors que rien ne le leur permettait, ou en tout cas tout était difficile. Tout reste difficile, mais à cette époque-là, ça l'était, même quand on était reine, peut-être même surtout, et quand on était abbesse. Donc évidemment, ça nous parle, et il me semble que des femmes d'aujourd'hui, en tout cas la femme que je suis, et autour de moi aussi, je l'entends à la fin des conférences, quand des femmes viennent me parler, ces figures féminines du XIIe siècle, tout particulièrement, parce qu'elles ont sans doute une aura, une grandeur toute particulière, sont des exemples et servent d'émulation. La distance des siècles, parfois, s'efface, et c'est très bien comme ça. Oui, je descends de vous, je descends de toi, par Jean, par son fils Henri, par ma mère Béatrice. Mais je n'ai connu aucun d'entre eux, aucun d'entre vous, même pas ma mère, qui mourut l'année de ma naissance. Hélas. Alors j'aimerais qu'on réveille l'artiste qui est en vous. Pour être un bon acteur d'improvisation, il faut avoir, c'est inné ou il faut avoir des qualités particulières, travailler des domaines particuliers? Il faut de l'entraînement aussi, parce qu'en improvisation, par exemple, il ne faut jamais dire non. On n'a pas le droit de dire non. Quelqu'un qui va dire « Bonjour, monsieur le boucher », même si vous étiez en train de faire consciencieusement le geste d'un peintre, et ben voilà, vous retrouvez un boucher, vous dites « Ah oui, je suis en train de rougir une côtelette », ça, faut... Hop. Voilà, de ne pas dire non, il jouait le rôle qu'on vous impose. Voilà, lâcher prise aussi, le côté, voilà, de dire je ne sais pas ce qui va arriver, il y a peut-être un ours qui va entrer, un vaisseau spatial, etc. C'est pas grave, c'est normal, on est dans l'improvisation. Et puis aussi être à l'écoute de l'autre, puis être connecté avec les spectateurs aussi. Finalement, ça pourrait être complètement applicable au rôle de professeur. Effectivement, on le sent quand le public est captif ou pas, quand ça marche, ce que vous dites, quoi, hein, quand votre sketch marche ou votre cours marche, vous le sentez très bien. Après, c'est intéressant, justement, l'improvisation peut apprendre à faire face à des situations même soit de la vie quotidienne, soit de management dans les équipes. Hein, d'un seul coup, je sais pas, l'industriel qui arrive, c'était pas prévu, etc. Voilà, c'est pas grave. On va improviser et puis on va réussir à faire les choses. Donc on peut improviser tout le temps, si on le faisait là, maintenant, si je vous demandais d'improviser. Pourquoi pas, oui. On le fait? Allez, soyons fous. Allez, mettez-vous en scène. Allez. Est-ce qu'il vous faut quelque chose pour... Je vais mettre mon t-shirt de match. Alors maintenant le thème, n'importe quel thème. C'est bon? Oui. On est ici à Fontevraud, donc je suis Robert d'Arbrissel. Je suis le fondateur de cette abbaye. Alors je suis un moine tout à fait singulier, charismatique, et j'ai une particularité, c'est que j'aime me promener nu.
Ah, c'est mon truc. D'accord. 3, 2, 1, impro. D'Arbrissel! D'Arbrissel! Pourquoi vous êtes encore tout nu, hein, dans les jardins de l'abbaye? Écoutez, ça fait 10 ans que je suis l'abbesse de cette abbaye et ça fait 10 ans que vous promenez tout nu comme ça. Mais quand est-ce que vous arrêtez? Vous ne pouvez pas mettre un slip, non? Mes sœurs, retournez travailler. Vous voyez dans quel état vous les mettez, D'Arbrissel? Retournez travailler, fermez les volets. D'Arbrissel, en plus, je viens d'apprendre qu'aujourd'hui nous recevons 150 jeunes nonnes de l'abbaye de la Virginité. Hein, si elles vous voient dans cet état, comme ça, hein, mais pour qui vous prenez, D'Arbrissel? Hein, qu'est-ce que c'est? Vous essayez de faire quoi? Un perchoir pour les oiseaux? Avec le froid qu'il fait, hein, on va pas en mettre beaucoup. Oh. C'est du Simon Richir. Aujourd'hui, derrière ce monument découvert par des milliers de visiteurs, se cache une véritable ruche animée par des artistes. Ils sont une centaine chaque année à se confronter à ce site pour créer. Quelle que soit la langue et l'hémisphère, l'abbaye se retrouve être le creuset de la création qui allie histoire, patrimoine et art contemporain. C'est aussi un lieu d'accueil pour des expos inédites et une trentaine de manifestations, comme la folle journée en région, les soirs d'été à Fontevraud, ou des performances gastronomiques. Les artistes en résidence à l'abbaye de Fontevraud aiment voyager. Retrouvons l'œuvre monumentale de Julien Salot, exposée au cœur des caves Ackermann de Saumur. On est dans le tuffeau, hein, on est dans la roche, on est à 25 mètres sous terre, on est dans un ancien site industriel, puisqu'en fait c'est ici que dans l'obscurité, avec une température constante, que étaient élaborées les fines bulles du Val-de-Loire. En fait, il y a une histoire qui s'est tissée il y a quelques années avec la maison Ackermann. Bernard Jacob, qui est le directeur de cette maison de fines bulles, vient à l'abbaye de Fontevraud en disant « Vous avez une compétence qui est celle des arts visuels, de créer des œuvres monumentales. Est-ce que vous avez envie de participer à l'aventure de créer une résidence in situ ?» Et on s'est dit que pour qu'une œuvre existe et qu'elle fasse mouche et qu'elle fasse des petits sur le territoire, on part sur 3 ans. Donc en fait, on est sur 3 galeries monumentales. Donc il y a eu la première œuvre, il y a une seconde qui s'est greffée, une troisième. Et quand on arrive à la 4e année, on démonte la première. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le public peut découvrir en permanence, et dans les années à venir, on va découvrir toujours 3 œuvres. Mais c'est des œuvres qui vont être en mouvement. Ce qui est génial pour un artiste, c'est justement de confronter sa propre pratique à un autre environnement. Et c'est la rencontre entre cet environnement et une pratique qui va produire des étincelles. Donc moi, je vais accompagner l'artiste sur toutes les phases de production, l'achat du matériel, etc., la préparation. C'est-à-dire que quand il arrive ici, qu'il n'a pas à se préoccuper de l'échafaudage ou des équipes, etc., que tout se passe bien. On travaille avec des étudiants, puisque l'idée aussi, c'est qu'on est on est des passeurs. Donc, quand on accueille un artiste en résidence à Fontevraud, on fait un partenariat avec les écoles des beaux-arts du territoire. Alors là, en l'occurrence, c'est Angers, Tours et Le Mans. Et en fait, on accueille des jeunes qui vont se former et qui ne vont pas simplement regarder, mais qui vont être les assistants de l'artiste. Julien Salot a été le premier artiste lauréat de la résidence Ackermann, Fontevraud. La première installation de Julien Salot, qui s'appelait Fleuve Céleste, est installée dans une galerie qui faisait plus de 60 mètres de long, sur 7 de large et 8 de hauteur. Quelque chose de monumental. Il faut une sorte de petite... la galerie des glaces de Versailles, à 25 mètres sous terre, dans l'obscurité. C'est l'ensemble le plus monumental que Julien Salot ait jamais réalisé aujourd'hui. Il a présenté des pièces au Palais de Tokyo, et il a présenté des pièces dans des galeries à New York, il n'y a pas longtemps à Istres, dans un centre d'art contemporain, mais jamais in situ et jamais sur une durée aussi longue. Il y a eu un tel... c'est un engouement, quoi. C'est une espèce de Joconde du territoire. On a dit à Julien, est-ce que tu accepterais de revenir? On ouvre une nouvelle galerie, ta carte blanche, vas-y. Tout d'un coup, on est face à quelqu'un qui dessine beaucoup, ne présente pas de plan, parce qu'en fait, il est à l'intuition, et son intuition, c'est pas que c'est un gars qui est... Tout d'un coup, il a une intuition, il fait un dessin, et puis voilà, ça se réalise. C'est simplement, il crée par rapport au volume. On est sur des plafonds qui bougent, des décrochements dans la roche. C'est un travail qui est d'une minutie absolument spectaculaire. C'est-à-dire que le dessin apparaît grâce au fil tendu, mais il apparaît parce qu'il est pointé dans la roche. Il faut imaginer que la première pièce, c'est 65 000 clous et pratiquement 40 km de fil tendu.
Il a travaillé pendant 6 semaines ici, c'est waouh, c'est juste énorme comme masse de travail. Nous ne sommes pas un centre d'art contemporain, ça n'est pas un musée, c'est un lieu patrimonial qui raconte une histoire autour de la bulle et tout d'un coup, paf, on tombe sur une création. Donc c'est quelque chose qui est sensuel dans son approche. Et quand le public découvre le travail de Julien Salot, c'est... c'est une émotion, c'est d'une simplicité redoutable, quoi. C'est tellement beau, c'est tellement simple que ce principe de fil tendu qu'on a pu faire quand on était gamin en centre de loisirs ou pour s'amuser, là c'est sublimé, quoi. En fait, ça touche parce que c'est beau. Et ce beau, quelque part, tu peux avoir des gens qui discutent, qui se baladent, et quand ils arrivent dans la pièce, il n'y a pas de mots, c'est beau, quoi. Quel est votre objet de recherche principal? Aujourd'hui, je mène des recherches sur comment outiller, avec les technologies du virtuel, la créativité. Enfin, toutes les phases amont du processus de conception de produits, de process, de services, hein, qui intéressent beaucoup les entreprises. C'est-à-dire ces premières phases où on dit, tiens, il faudrait qu'on crée un produit, il faudrait qu'on crée un nouveau service. Et puis, donc, il y a une idée à la base et qu'on doit transformer en concept pour pouvoir la présenter à des clients, à des financeurs, etc. Plus on sera créatif, eh bien, plus les produits vont être, après, vont rencontrer le succès sur le marché. Et donc, sur cette phase, je pense que les outils du virtuel peuvent vraiment apporter, un peu comme à l'artiste, on peut permettre à l'artiste de faire le geste, de se tromper, etc. C'est la même chose pour l'ingénieur, l'ergonome, le designer. Je pense que les outils du virtuel vont permettre de concevoir et puis rapidement de communiquer avec d'autres. Parce qu'un ingénieur ne parle pas le même vocabulaire qu'un designer, qu'un mercaticien, etc. Alors, dans quel domaine on peut attendre des progrès spectaculaires? Il y a pas mal de choses, par exemple en formation à la santé, c'est-à-dire tous les dispositifs de réalité virtuelle qui vont permettre à un futur chirurgien de répéter l'opération des dizaines de fois et de manière réaliste. Ça, quelque part, ça nous rassure, hein, un peu comme le pilote d'avion d'Airbus, etc., qui va dans le simulateur répéter plein de fois et puis qui va pouvoir ensuite emmener 300, 400 passagers et zéro accident. Zéro danger. Il y a le rôle des avatars également. Est-ce qu'on doit attendre quelque chose de ces avatars ou est-ce que c'est simplement du ludique? Alors, les avatars, moi, je pense, ont un rôle très important à jouer et couplé avec les intelligences artificielles. On entend beaucoup parler en ce moment des petits boîtiers, là, Google ou celui d'Amazon, Alexa par exemple, à qui vous parlez, quoi. Alexa commande des croquettes pour le chien. Alexa, est-ce qu'il neige à Fontevraud actuellement, etc. Donc si on applique la convergence des technologies, qu'on met de la réalité augmentée sur Alexa, d'un seul coup, Alexa va devenir peut-être un petit bonhomme. Et on va se retrouver un peu comme dans Pinocchio, où il a Jiminy Cricket, qui a un peu sa conscience, hein, qui est sur son épaule. Et bien demain, peut-être que Alexa ne sera plus un objet réel. Hein, peut-être ce sera, on l'entendra parler, parce qu'on peut diriger le son hein, avec des ultrasons. Et puis on verra peut-être notre petit personnage virtuel auquel on pourra... Mais il ne sera pas là 24 heures sur 24, parce qu'il y a un moment ou un autre, il aura besoin d'énergie, il n'aura plus assez de batterie. Vous pensez que non, il sera tout le temps là, ce Jiminy Cricket? Je ne sais pas, on arrive quand même à avoir nos smartphones qui fonctionnent tout le temps, donc peut-être qu'il faudra le brancher de temps en temps, mais pourquoi pas. Quelles sont les limites que vous mettez à votre travail? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il faut rassurer les gens, parce qu'en disant, c'est que de la technologie, au final. Je veux dire, si demain vous voulez plus de cette technologie, vous éteignez la télé, vous éteignez votre smartphone, voilà. Après, si elle est devenue vraiment indispensable, il y a peut-être des questions à se poser. Il y a quelquefois des moments où il faut peut-être qu'on arrive à débrancher. Et je crois que la Terre, l'homme a toujours fonctionné comme ça. Dès qu'il y a un excès d'un côté, on rééquilibre. Donc, effectivement, il faut quand même de temps en temps savoir partir en vacances des technologies. Quittons un temps le numérique et découvrons le potager de Fontevraud qui inspire la cuisine créative d'un chef étoilé. Ça associe la production de légumes bio, l'insertion par le maraîchage, du coup, puisque c'est un support d'insertion, et puis le lien d'être avec un chef en direct sur la concertation
au niveau des légumes et de pouvoir essayer autant de nouvelles variétés, c'est une vraie richesse. Le potager, il nous dicte le rythme de la nature et il impulse la cadence, quoi. À l'opposé du printemps ou de l'été où ça pousse dans tous les sens, il y a des variétés à foison. L'hiver, ça reste très concentré, donc vous devez redoubler d'inventivité pour vous dire qu'est-ce que je fais avec ma courge, sachant que je vais en avoir pendant 4 mois. Toutes mes racines, mes tubercules, c'est pareil. Donc il faut pousser dans ce sens-là, mais moi je trouve que c'est un exercice incroyable et passionnant parce qu'il faut se dire comment je fais bon avec quelque chose de simple. On a fait pas mal de cultures de choux, et dans ce lot, il y avait un choucal, donc c'est un chou frisé dont on a entendu parler il y a 4-5 ans parce qu'il est bourré de vitamines, sous plusieurs formes, un vert et un pourpre, et notamment le pourpre, j'ai découvert quelque chose qui n'était pas connu du tout, c'est-à-dire que quand vous le cuisez, l'eau prend une coloration émeraude, et contrairement à beaucoup de liquides colorés avec de la chlorophylle, celui-là est très stable à la chaleur. Donc bon, c'est un détail de cuisinier, mais du coup j'ai accompagné ma Saint-Jacques avec, parce que ça fait une Saint-Jacques et un bouillon d'émeraude autour. On a encore des challenges. J'aimerais beaucoup qu'on arrive à capter l'odeur de la haie de buis fraîche quand vous marchez dedans au printemps. Et le problème, c'est que le buis, dès qu'on le chauffe ou dès qu'on l'infuse, il change complètement de goût et on n'en arrive pas encore à capter cette chose-là. Donc je pense qu'on est à l'aube de ce qu'on peut faire demain. Pour moi, la nature, c'est 3,7 milliards d'années de recherche et développement. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de trucs, on ne trouve pas de solution, on ne comprend pas, machin, et puis on se baisse, et puis on voit que la nature, elle, en fait, à force d'érosion, à force de vent, à force de maladie, à force de tout ça, elle façonne, elle s'améliore, et elle nous sort des produits qui sont parfaits. Donc, pas de frustration de me dire ça pousse bien ou ça pousse mal, mais plus de me dire c'est trop beau. On a la chance dans les pays de la Loire d'avoir quand même beaucoup de choses. On est à 7 km de la Loire, on a 1h30 de l'Atlantique, on est au milieu des vignes avec des vignobles qui sont vraiment très beaux, Saumur-Champigny entre autres. On a de l'élevage, on a un terroir qui nous fait déjà saliver, qui compose en grande partie la carte. Je pense que la force du site, c'est qu'entre votre arrivée sur le parking, ce qui se passe ensuite, les déambulations, l'hôtel, le bar, le restaurant et votre retour chez vous, pour moi, c'est de vivre l'ensemble qui est intéressant. Vous voyez, il y a des parallèles avec l'histoire, avec la culture. Enfin, c'est un site où on vient nourrir son corps, mais on vient nourrir son esprit aussi. Vraiment, moi, c'est ce que je recherche en tant qu'épicurien quand je vais chez des confrères manger, mais vraiment d'aller encore beaucoup plus loin sur cette notion de magie, d'isolement, d'instant unique. Enfin, vous savez, quand vous êtes dans un grand restaurant et que la mayonnaise prend, vous êtes plus sur Terre, quoi. On peut vous parler ou quoi que ce soit, vous n'êtes plus là. Donc, nos clients le vivent déjà, ça, on le sait, mais je pense malgré tout qu'on peut aller encore beaucoup plus loin, quoi. Donc, peut-être... Enfin, j'ai 2-3 idées en tête, on en reparlera d'ici quelques temps. Alors, finalement, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a regardé vers l'avenir. On va poursuivre encore dans cette logique-là, si vous voulez bien, en parlant d'abord de l'aval virtuel. L'aval virtuel, ça n'est plus une seule entité mayonnaise, c'est devenu quelque chose qui s'agrandit, vous l'avez dit. C'est l'Asie qui est en ligne de mire, et c'est pas un hasard. Effectivement, le Laval Virtual Asia est né cette année. Pourquoi pas demain un Laval Virtual America. On a aussi le camping-car Laval Virtual. Le camping-car. Oui, on a un camping-car. Partez en vacances, vous. Couleur de Laval Virtual. Non, ce sont 2 étudiants fans des technologies de la réalité virtuelle qui sont en train de parcourir l'Europe. Ils ont été jusqu'en Finlande. Ils vont venir en Suisse, en Italie, en Espagne. Ils vont dans les plus hauts lieux de la réalité virtuelle, tous les labos, les entreprises qui parlent de réalité virtuelle. Et voilà, ils vont présenter Laval Virtual. Et puis, ils vont présenter aussi ces différentes structures qu'ils rencontrent. Et on peut les suivre sur le blog Laval Virtual. Vos étudiants, pas ceux qui auront leur diplôme là, à la fin du cursus, mais ceux qui viendront dans les années qui viennent, vous allez les faire travailler sur quel type de projet ? On va les faire travailler sur des projets qui vont permettre de préparer l'avenir. On peut parler de prospective. En 2050, qu'est-ce qu'il y aura en 2050 ? Il y aura beaucoup peut-être de véhicules autonomes, il y aura des façades végétalisées, peut-être qu'on habitera sur des villes flottantes, sur la mer. Voilà. Donc, pour toutes ces nouveautés, il y a des nouveaux métiers aussi qui vont apparaître, des tas de nouveaux métiers. Qu'est-ce que les technologies immersives peuvent apporter ? On l'a vu en formation, ça peut apporter beaucoup de choses. En téléportation virtuelle, aussi dans beaucoup de domaines. Comment les nouvelles technologies vont
permettre d'arriver à augmenter l'intelligence de l'homme. Hein, j'aime bien ce côté augmentation d'intelligence, l'AI, à côté de l'IA, l'intelligence artificielle, qui n'est qu'une des briques dont il ne faut pas avoir peur. Et tout le monde portera ça? Ça ou la version suivante. Hein, là, c'est la première version, ça marche déjà très bien. Il y aura la deuxième version et peut-être un jour, il y aura peut-être les lentilles de contact. Hein, on aura réussi à réduire tout ça ou à tout relier par réseau sans fil. Tac, on mettra nos lentilles et d'un seul coup, on aura de la réalité augmentée à 180 degrés qui permettra d'augmenter notre intelligence, pas de réduire notre intelligence et peut-être de nous faire gagner plus de temps pour les émotions. Pour vivre de vraies émotions, pour un peu des échanges comme on a eu aujourd'hui dans ce N'ayons pas peur magnifique. Finalement, c'est ça que vous nous dites. Oui, exactement. N'ayons pas peur des technologies. Alors maintenant, votre rêve sur un plan professionnel, c'est quoi? J'ai deux rêves. Déjà, ce serait bien si j'arrivais à réaliser la téléportation virtuelle. Ça serait sympathique, qu'on puisse se téléporter virtuellement n'importe où. Et puis le deuxième rêve, ce serait créer la Valleywood. La Valleywood, le Hollywood du cinéma du XXIe siècle. À Laval, bien entendu. Comme ça, la boucle serait bouclée, finalement. Oui, parce que peut-être qu'un jour, comme moi, je suis rentré aux arts et métiers parce qu'Henri Verneuil a fait les arts et métiers, peut-être qu'un jeune viendrait, un jeune Gadzard viendrait me dire « je suis rentré aux arts et métiers parce que vous avez fait les arts et métiers. » Et moi, je vais créer le cinéma du XXIe siècle, peut-être. Merci, professeur. Merci, monsieur le Gadzard. Est-ce qu'après tout ce qu'on s'est dit, on peut se tutoyer? Avec plaisir, Christophe. Pas de souci. C'était très bien et super cool. Merci Christophe. Simon. Merci pour ce bon moment. Et c'est pas du virtuel, ça. Ah non, ça c'est du réel. Pas une poignée de main bien réelle. Ça, on remplacera jamais ça. À bientôt. À bientôt, Christophe.